Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler des banques. On va parler des banques et pourquoi je n'aime pas investir dans les actions bancaires. Je vais vous expliquer mes arguments et je vais expliquer aussi la sous-évaluation que porte le marché aux banques. On voit des banques qui se négocient à 8 de PER, 9 de PER, 12, même pour les meilleurs du monde, JP Morgan et tout. Ça dépasse jamais 12, 13 de PER. La plupart du temps, on a des gros dividendes et on se dit toujours, mais pourquoi les banques européennes ne font que monter, ça donne du dividende. On va tout expliquer dans cette vidéo et on va y aller pas à pas. Ça va pas être très technique, mais assez pour que vous puissiez comprendre la subtilité. Et après, on va parler un petit peu de l'actualité. J'enregistre cette vidéo, il est vendredi soir, donc Trump a fait son Trump. Et après, bah écoutez, je vous souhaiterais une bonne soirée. Donc, comment fonctionnent les banques? Une banque, comment ça fonctionne? Bien évidemment, je parle toujours de bilan quand je parle de banque. Je dis que j'évite les banques, que j'évite ce secteur parce que l'État y est exposé. Ou plutôt, c'est exposé à l'État. Bah, deux façons. Soit l'État a une partie du capital, donc l'État est actionnaire des banques, ça c'est directement. Ou la deuxième façon, l'État est indirectement lié à la banque à travers des obligations. Des obligations que la banque détient dans son bilan. Donc en fait, ce que je vais vous expliquer là, c'est la structure du bilan d'une banque. Donc, ce schéma est simplifié. On revient aux bases d'abord. Avant de parler de ça, un bilan. Comment est constitué un bilan? Un bilan, bien évidemment, c'est la photo au moment T, c'est-à-dire la fin de l'année, la photo de l'état de l'entreprise. On va voir ses actifs et ses passifs. Les actifs, c'est tout ce qu'elle a comme actif, tout ce qu'elle a comme véhicule pour investir et pour créer du revenu. Et les passifs, c'est tout ce qu'elle doit, soit à ses propriétaires ou ses actionnaires, ou soit à ses créanciers, donc les dettes. Donc par exemple une SCI, si vous voulez un exemple, l'actif va être les apparts ou les immeubles que vous allez acheter. Les actifs immobiliers, ça va être les apparts. Les actifs circulants, ça va être la trésorerie. Côté passif, vous allez voir qu'il y a la partie capitaux propres, fonds propres, bah, c'est le capital social ou les parts. Et puis vous allez voir les dettes. Et là, c'est les dettes bancaires ou d'autres types de dettes si vous en avez émis. Dans une banque, ça ne se passe pas exactement de la même façon. Il y a la partie crédit et la partie fonds. La partie crédit, c'est tout ce qui est hypothèque, prêt à la consommation, nanana. Bien évidemment, il y a une autre partie actif, liquide, les actions, les obligations et les créances interbancaires. La partie passif, c'est tout ce qu'on dépose dans la banque. Je vous ai trouvé ce schéma qui est plus simple et qui est plus compatible avec la comptabilité bancaire. Donc, dans les actifs, on a deux grands piliers. On a les créances et les titres. Dans les passifs, on a les emprunts qu'on émet et les dépôts. C'est simple. Donc, côté actif, on va avoir les créances, c'est-à-dire l'argent qu'on doit aux autres. Si si on donne un crédit à quelqu'un pour qu'il nous rende à 5% d'intérêt d'ici 20 ans. Ça va être dans la partie actif. C'est notre actif, c'est notre argent qu'on n'a pas tout de suite. Ces créances-là, bah, ça fait partie à peu près de 50 jusqu'à 60% d'une banque. Donc, la moitié, presque la moitié des actifs d'une banque, c'est de l'argent qu'elle a prêté, c'est des créances qu'elle n'a pas tout de suite. Déjà, on part mal. L'autre partie, on avait dit, c'est un portefeuille de titres. Un portefeuille de titres, c'est de l'argent que la banque décide de placer quelque part d'une façon non risquée. On ne sait jamais, c'est des réserves. Bah, cet argent-là, elles les mettent dans des titres, surtout obligataires. Donc 30 à 40% de la moitié qui reste va en obligation. Et le reste, c'est des produits dérivés, des actions, tout ce que vous voulez. Et une petite mini-partie, c'est les bâtiments dans lesquels l'entreprise travaille. Dans le côté passif, j'ai dit qu'il y avait soit des dettes qu'on émet, soit des dépôts. Donc plus de la moitié de l'argent en passif, c'est les dépôts. Les dépôts, c'est-à-dire nos comptes courants, nos livrets A, nos livrets jeunes, tout ce que vous voulez. C'est des dépôts. Donc l'argent que l'entreprise met dans son passif, comme des dettes, c'est nos dépôts. Donc c'est clair et net, nos comptes courants vont dans les passifs, donc ils sont utilisés pour créer des créances et investir dans des obligations. Il faut bien garder ça à l'esprit. Donc j'ai dit des dépôts, voilà, dépôts à la clientèle, ou certificat de dépôt, ou sinon on a les emprunts interbancaires, donc l'argent qu'on emprunte des autres banques, ou des obligations qu'on émet, c'est-à-dire on va émettre des obligations, on va s'engager à rembourser quelqu'un de tel et tel pourcent d'intérêt d'ici je sais pas quel nombre d'années. Et bien évidemment, une partie fonds propres, c'est la partie qui appartient à l'actionnaire. Donc elle est toute riquiquée cette partie.
Et quand je vous dis il faut voir à quel point la banque est solide, bah, en fait, il faut voir son prix en bourse, sa capitalisation boursière, par rapport à ses fonds propres. Parce que ses fonds propres sont tout réquiqués par rapport à tout l'actif qu'elle a, et qui est la plupart du temps volatile. Si elle donne la moitié de son bilan en créance, c'est-à-dire en argent qu'elle prête aux autres, et qu'il y a une crise économique, la moitié de son bilan est à risque, parce que peut-être qu'on ne va pas rembourser. Et bien évidemment, les banques mettent la pression, sont très rigoureuses par rapport à ça, donc il y a une certaine rigueur dessus, une certaine sécurité. Mais l'autre partie, là, le portefeuille titre, les obligations dans lesquelles les banques placent leur argent, ben là, c'est dangereux. Parce que si l'État fait une dinguerie, les taux obligataires explosent à la hausse, la valeur des obligations baisse, et du coup, la moitié de notre bilan prend très très cher. Et du coup, si on prend du 10% par exemple ici, bah, un actif méga chargé d'une entreprise bancaire de la taille de milliers de milliards, bah, ça fait paf, ça fait moins 100 milliards, 200 milliards, et bah, du coup, on se retrouve avec des capitaux propres par rapport à un actif global qui prend cher. En fait, c'est simple. Dites-vous qu'une banque, c'est comme si vous investissez avec un levier sur des obligations. Simple. Je vais vous donner des cas réels maintenant d'entreprises bancaires de détail que vous connaissez tous. Donc là, par exemple, là, on va laisser ça pour la fin. On va plutôt prendre celle-ci. Celle-ci, c'est des vieilles captures. Hein, c'est des captures juste pour vous expliquer. Ça, c'est BNP Paribas au 31 décembre 2011. Donc, ça fait longtemps. Bien évidemment, ils se sont améliorés depuis, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc, déjà, on commence. Les actifs à gauche, les passifs à droite. Regardez bien les dettes. 420 milliards, c'est la dette qu'on a empruntée pour nous. Les dépôts, c'est 546 milliards. C'est tout l'argent qui est sur les comptes courants, les livrets, etc. Les dettes interbancaires, c'est la dette qu'on a pris ailleurs, tout simplement, d'autres banques. Parce que les banques se prêtent entre elles avec des taux proches de la banque centrale. Les instruments financiers, c'est des types de produits dérivés que les banques créent pour faire entrer de l'argent. Là, par exemple, ça peut être des options. Elles peuvent vendre des puts, par exemple, et faire rentrer de l'argent. Mais comme cet argent n'est pas littéralement sûr d'être là, ils la mettent ici. De la même façon, ici, c'est d'autres produits financiers qu'ils vendent à leurs clients. Ça peut être de l'argent sous gestion. Des titres obligataires, donc là, c'est les obligations d'État, par exemple. Des autres types d'actifs, c'est d'autres obligations, sûrement des obligations d'État de d'autres pays. Les prêts interbancaires que l'entreprise prête aux autres banques. Et les prêts aux clients, donc 666 milliards prêtés aux autres clients, sous forme de créances. Pardon. Et la partie liquide qui appartient aux actionnaires, 86 milliards. Donc dites-vous bien que sur un bilan de 2000 milliards, la capitalisation boursière sûrement ne dépassait pas 40 milliards à l'époque. Je ne sais pas exactement combien valait BNP Paribas à l'époque, mais on n'a jamais dépassé les 50-60 milliards pour des banques françaises. Et les fonds propres, c'est 86 milliards. Et bien sûr, on s'est toujours négocié avec des décotes par rapport aux fonds propres pour les entreprises bancaires d'à peu près 75%. Donc, il faut compter 75% des fonds propres et c'est à peu près la capitalisation boursière des entreprises. Donc, cette partie liquide-là, c'est ce que les entreprises bancaires doivent augmenter pour renforcer leur appui et renforcer leur solidité, comme ça le prix en bourse peut augmenter. Et bien évidemment, ce qu'ils doivent faire aussi, c'est le prêt aux clients, réduire le risque du prêt. Parce qu'à chaque fois, il y a une stat qui est sortie lors des bilans et lors des résultats financiers des entreprises, c'est le coût du risque. Le coût du risque, c'est par rapport au prêt. Est-ce que nos prêts, combien font défaut sur nos prêts? 1%, 1,5%, 0,7%. Cette métrique, elle est très suivie. Et plus elle est basse, plus la qualité de notre portefeuille de créances est meilleure. Donc, plus on valorise cette partie. De la même chose que les titres obligataires, plus les obligations d'État qu'on a sont des obligations de bonne qualité, plus l'actif qu'on a dans le bilan est de meilleure qualité. Si on a des obligations grecques en 2011, bah, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà, je vous prends aussi le cas du Crédit Agricole. Cette fois, c'est 31 décembre 2012. Donc, c'est à la fin de 2012. Regardez bien les instruments financiers parce que ces entreprises gèrent beaucoup d'argent de clients institutionnels. Donc, c'est des produits dérivés. On a côté actif divers. Bah là, c'est des obligations, je vous le dis tout de suite. Titres, c'est des obligations également. Prêt banque, donc là, on prête à d'autres banques. Et prêt client, donc là, on prête à d'autres clients. Donc, du côté des passifs, divers, donc également des obligations qu'on va émettre, qu'on va
qu'on va vendre au marché pour nous endetter, des dettes envers d'autres clients, des dettes envers d'autres banques, des dettes d'autres types d'obligations qu'on prend sur le marché, dettes banques, etc. Et des pots clients. Donc là, c'est les comptes courants, tout ça. Et les fonds propres, 45 milliards. Regardez-moi combien c'est rikiki. Par rapport à la taille d'un bilan aussi grand, les fonds propres, quand ils sont tout petits, ça représente juste que le levier que représente notre investissement via la bancaire est trop grand. Donc là, 45 milliards par rapport à un bilan de à peu près 2 milliards, là, on est beaucoup plus risqué que BNP Paribas à l'époque. Là, on a le double des fonds propres pour à peu près la même taille. Regardez-moi bien, là je pense Crédit Agricole à l'époque c'était 8 euros, hein, c'était très sous-valorisé parce qu'il y avait des bonnes raisons derrière. Donc là j'espère que vous voyez bien où réside le souci, pourquoi investir dans des banques est très risqué, pourquoi le marché ne veut pas des banques. On a trop d'obligations. Et c'est quoi comme obligations? Des obligations d'État français, allemands, grecs, c'est des obligations d'État européens pour la plupart, qui sont déjà avec des taux d'intérêt très bas, avec des pays qui font parfois n'importe quoi, donc la valeur de l'obligation baisse. Les créances, on est dans un écosystème où l'emprunteur de détail, c'est-à-dire la personne qui va aller emprunter dans la banque, il est surprotégé. Il y a plus de risques que dans la moyenne du monde. Donc là, je vous ai pris un condensé de toutes les banques de détail en France. Regardez-moi bien, donc le bilan global des banques, c'est 9 milliards, donc 9 000 milliards, pardon, 9 trillions. Et là, c'était en 2012, hein, avec la masse monétaire qui a augmenté, aujourd'hui, ça équivaudrait à 14 000 milliards à peu près. Donc là, 9 000 milliards, et comme vous voyez, ce qui représente la partie de l'actionnaire, ou la partie sur laquelle reposerait la valeur de l'entreprise en bourse, c'est les fonds propres, tout rikiki. Les prêts aux clients, c'est les créances, c'est à peu près 27% du bilan. Les dépôts, regardez-moi bien les dépôts, c'est ce qu'on dépose dans le compte courant, c'est à peu près 2000 milliards à l'époque. Donc regardez-moi bien comment les entreprises bancaires créent de la masse monétaire à travers nos dépôts. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne par rapport à la Banque centrale, les règles BAL 3, etc. Pour 1 euro en fonds de réserve, on les met 9 en prêt. Tout ça, je vais vous l'expliquer. Si vous êtes intéressé, mettez-le moi en commentaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire abonnez-vous, likez, commentez et soutenez-moi pour mon travail. Donc on continue. Là, je vous ai présenté les bilans des entreprises bancaires. Mais je vous ai pas dit pourquoi moi, j'aimais pas forcément ces entreprises. Spoiler alert, je vous l'ai déjà dit, parce que le fonds propre est rikiki par rapport au bilan et qu'on investissait avec un effet de levier sur les obligations et sur des créances. Mais ce n'est pas tout. Parce que ces obligations-là, elles agissent d'une certaine façon par rapport au taux d'intérêt. Allez, prochain chapitre de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé hier et avant-hier? Donc la semaine où les taux d'obligation des États-Unis à 10, 20, 30 ans ont explosé. Donc comme j'enregistre la vidéo le vendredi, ça s'est plutôt passé mercredi et jeudi. Donc mercredi 21 ou jeudi 22. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça. Donc le taux à 10 ans américain a explosé à la hausse. Le taux à 30 ans a dépassé les 5,10. Donc les obligations sous-jacentes se sont écrasées et effondrées. Qu'est-ce que ça a causé sur le champ? Bim, on était en train de se négocier tranquille. Et à un moment, là c'était le moment où les États-Unis ont émis des obligations, où ils ont demandé aux investisseurs du marché qui va acheter notre dette. Bah là, ça s'est mal passé, il y a eu moins de demandes et on a exigé des taux plus hauts. Donc c'est là en fait où le taux US à 20 ans a explosé. Bah direct, les banques ont pris cher. En fait, tout le marché a pris cher pour être honnête, mais les banques ont pris plus cher. Et pourquoi elles ont pris plus cher? Parce que, comme je vous ai dit, leur bilan, c'est des titres obligataires. Et c'est encore pire aux États-Unis. Donc leur bilan, c'est des obligations. Quand la valeur de ces obligations baisse, notre valeur de l'actif du bilan baisse. Et comme on est investi sur tout ça avec un effet de levier, on prend la baisse encore plus. Et du coup, bah, ça crée tout ça. Je vous ai trouvé une capture d'écran de la variation de l'indice bancaire européen depuis les années 2000. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a baissé? On va voir ça ensemble. Regardez-moi bien, le Stoxx Bank European Price, c'est qu'est-ce qu'a fait l'indice des bancaires. Ici, j'ai jusqu'à 2005, hein, mais c'est jusqu'à 2025. Donc regardez bien, ça a explosé à la hausse avant 2008, la grosse crise financière.
Bim, ça a craché. Pourquoi ça a craché? Parce que il y a eu une explosion financière, les obligations ne valaient plus rien, les banques ont fait faillite entre elles, donc les prêts interbancaires zéro, les personnes qui ont emprunté pour acheter de l'immobilier zéro, les actifs dans les bilans bancaires ont pris feu. Et du coup, toutes les bancaires se sont écrasées. Puis il y a eu un petit rebond parce que les États ont intervenu en forçant les banques centrales à racheter de la dette, racheter de la dette, racheter de la dette pour faire augmenter un petit peu les obligations restantes dans le marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis, rien. Rien du tout. Là, ça commence à revenir en force, surtout les européennes. Mais pourquoi ça revient en force, à votre avis? Parce que euh, pourquoi c'était mort ici? Parce que les obligations ici étaient artificiellement avec des taux d'intérêt trop bas. On avait fait baisser les taux d'intérêt d'une façon artificiellement anormale. Donc les taux ne valaient rien. Les obligations étaient gonflées juste avec de l'air. Enfin, de l'air, avec les banques centrales qui achetaient, achetaient, achetaient. C'était pas vraiment d'autres institutionnels qui achetaient. Bien sûr, il y avait les banques centrales, il y avait les autres banques et les assurances qui étaient forcées d'acheter. Donc les obligations, c'était une sorte de bulle. C'est pour ça que les entreprises bancaires s'étaient négociées à des multiples très très bas pendant toute cette période parce que leur actif, c'était du vent. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. La seule chose qui a changé, pardon, c'est après la hausse des taux d'intérêt, il y a eu cette stagnation ici. Mais au moins, après la hausse des taux d'intérêt, après le Covid, tout ça, il y a eu des institutionnels et des investisseurs qui ont commencé à s'y intéresser aux obligations. Ils ont commencé à acheter des obligations. Et là, on a commencé à sortir du mythe et de la bulle. Et c'est là où on a commencé à se réveiller sur les bancaires. Et là, vu que les gens reviennent sur les banques et que on commence à repenser baisse des taux d'intérêt, les obligations qu'on a émises une fois les taux d'intérêt baissés, bah, elles valent plus parce que elles proposaient du rendement celles d'avant. Les prochaines ne proposeront plus de rendement vu qu'on va baisser les taux d'intérêt. Donc tout le monde va se ruer vers les obligations d'avant. Donc les obligations d'avant que détiennent déjà les banques vont voir leur valeur monter. Et c'est comme ça qu'on a ce petit rebond là. Baisse des taux d'intérêt, intérêt des institutionnels des obligations européennes, surtout ce qui se passe avec Trump. Donc tout le monde suit les États-Unis, tout le monde vend la dette américaine et achète la dette européenne. Et du coup, avec la perspective de baisse des taux, bah, on a un bon petit cocktail pour augmenter un petit peu et gonfler le bilan des banques. Et comme le bilan des banques est en train d'augmenter et que les banques, pendant toute cette période, ont fait l'impossible pour réduire les coûts et pour améliorer un petit peu leurs risques, bah, ça commence à rebondir. Mais ce n'est pas du tout la valeur d'avant la crise financière. Juste pour vous dire qu'une banque, c'est très risqué par nature. Et que les taux d'intérêt agissent sur les banques. Et que les banques sont de facto exposées au risque de défaut des particuliers à 50% et exposées au risque des obligations à 50% de l'autre côté. Donc, quand l'Assemblée générale, par exemple, quand il y a eu l'Assemblée générale mars dernier, qu'est-ce qui s'est passé? L'Assemblée générale mars dernier, mars 2024, Macron annonce sa dissolution de l'Assemblée générale. Les taux obligataires, parce que il y a eu des perspectives de victoire de Marine Le Pen et de Mélenchon. Les deux sont des camps enfin des camps, hein, des CAMP, hein, sont des partis politiques qui ne sont pas réputés pour leur bonne perspective de gestion des finances publiques. Donc les obligations d'État français se sont écrasées, les taux ont explosé et toutes les banques ont pris cher. Elles ont pris beaucoup plus cher que L'Oréal ou que d'autres entreprises. Donc elles ont plongé. Et c'est ça le risque. À chaque fois qu'il y aura une crise politique, une crise géopolitique, une crise qui touche les obligations d'État, les banques seront les premières à prendre cher. Comme le risque de récession, où les personnes font faillite, où les personnes ont du mal à rembourser leur crédit. Les entreprises bancaires prendront cher également parce qu'elles sont exposées à 50% par les créances, vers les créances. Elles sont exposées sur les créances à 50%. Voilà, donc des exemples d'entreprises bancaires connues. Donc Société Générale, sur toute la durée, donc depuis 30 ans ou plus, elle a fait 273%. Donc elle a explosé avant la crise de 2008, puis elle a crashé, puis elle est restée dans une sorte de range. Crédit Agricole, depuis le début, elle a fait 8%, donc bravo. Donc elle s'est dégonflée après la crise financière et puis elle a un petit peu trop rien fait. BNP Paribas dans la même perspective que la Société Générale, mais avec un profil un petit peu meilleur, où elle n'a pas trop baissé et où elle reste solide un petit peu. Et on l'a vu, c'est la banque qui a le plus de fonds propres des trois plus grandes banques françaises.
Donc ça, c'était tout pour les banques. Je vous ai expliqué. Donc résumé, un bilan bancaire, c'est des actifs et des passifs. Les actifs d'une banque, c'est les créances et les obligations, un petit peu de bâtiment, tout ça. Et les passifs, c'est les dépôts des particuliers et les dettes. Donc soit les obligations qu'elle émet, soit les dettes qu'elle prend vis-à-vis d'autres banques. Voilà pour les banques. J'espère que vous avez compris. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Maintenant, on passe à d'autres actualités vite fait. Donc, bien évidemment, maintenant, après la Chine, les États-Unis s'attaquent à l'Europe. Donc, par rapport aux tarifs douaniers, regardez-moi bien. Là, il y a ce monsieur qui dit brace. Brace en anglais, c'est-à-dire doubler en français, comme quand un footballeur marque un deuxième but. Doubler. Pourquoi il a dit ça? Regardez. Trump, il commence sa journée de vendredi, se lève, donc il est 14h quelque chose, il dit si Apple ne fabrique pas les iPhones qu'elle va vendre aux États-Unis, 25% de tarif douane. Donc les iPhones qu'elle va vendre aux États-Unis, je ne veux que des iPhones fabriqués aux États-Unis également. Sinon, bim, 25% de taxe douanière. Donc Apple s'effondre, emporte avec elle les futurs. Et puis juste après, il n'a pas encore lavé son visage. Il annonce l'Union européenne ne veut pas négocier, ils sont en train de traîner et ils sont là que pour nous casser la tête. Bah, je propose 50% de taxes douanières vis-à-vis de l'Europe. Donc, l'un suivi de l'autre, il y a le mec qui dit brace, doublé. Donc, il a marqué 2 buts en pas longtemps. Donc, c'était juste une actualité. Là, les marchés se sont effondrés. Le CAC a pris moins 3% dans la minute. Puis, il a rebondi un petit peu pour finir à moins 2% à peu près. J'en ai profité pour renforcer ASML et Total. J'ai arbitré vis-à-vis de L'Oréal que j'avais renforcé bien avant et où j'avais fait des bonnes plus-values. Donc voilà, n'oubliez pas que le signe noir, le Black Swan, rôde toujours. Et il faut faire attention avec le Japon aussi. Parce que la crise obligataire, le crack obligataire qui se passe là-bas est très dangereux. Donc on peut subir un reverse carry trade ou plein de choses. Donc voilà, c'était une vidéo courte pour vous expliquer pourquoi je n'investis pas dans les bancaires. Pourquoi je trouve que les bancaires sont un très mauvais support d'investissement où vous êtes lié aux obligations d'État et à des personnes malheureusement qui ne pourront pas rembourser leur emprunt. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y avait une personne dans les commentaires qui m'avait dit que BNP avait bien résisté à la crise de Trump en avril. Évidemment parce que Trump, la crise d'avril a fait plus mal aux obligations américaines qu'européennes. Elle a même créé un reflux d'argent des actifs américains vers les obligations européennes. Donc, elle est censée profiter des soldes d'avril. Mais du coup, pour répondre à cet abonné, j'ai fait la vidéo et puis j'espère que ça vous aurait été utile. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt.